Yaorana, Charlotte. Yarana, Marc. Donc je rappelle que Yaorana, c'est bonjour en tahitien. Tiens, Charlotte, on va un peu travailler notre tahitien avec toi. Comment on dit comment ça va? Alors, Meite, et en face, on doit répondre si tout va bien. Meite Roa. Meite, Meitero. Ah bah je retiens ça pour nos futurs épisodes. Charlotte, on va continuer nos familles de cétacés. On avait la dernière fois parlé des mysticètes, c'est-à-dire les grosses baleines à fanon. Et aujourd'hui, on va dévoiler toutes les familles d'odontocètes, c'est-à-dire les cétacés à dents. Grosso modo, les orques, les cachalots, les dauphins, hein, pour faire simple. C'est ça. Et donc, on va commencer par la famille la plus connue d'odontocètes. Ce sont les delphinidés, qui regroupe évidemment les dauphins et les orques. Je veux bien que tu développes un peu cette famille la plus célèbre. Hein. Peut-être que c'est là qu'il y a le plus d'espèces d'ailleurs dans cette famille. Oui, c'est la famille dans laquelle il y a le plus d'espèces et qui est suivie de près par la famille des baleines à bec dont on parlera. Donc les delphinidés, comme tu le disais très bien, c'est ni plus ni moins que l'image que l'on a vraiment tous en tête des dauphins, qui rassemble les espèces les plus connues. Alors le grand dauphin, comme tu l'as cité, l'orque, qui est le plus grand représentant de la famille, mais également le globicéphale, qui est une autre espèce de dauphin avec une morphologie un petit peu plus atypique, hein, avec cette tête en forme de gros globe. On y retrouve aussi le dauphin à long bec, un vrai acrobate, un tout petit dauphin. Il y a vraiment quand même une très grande diversité au sein d'une même famille. Et donc, c'est vrai que c'est les espèces qui sont actuellement le plus étudiées qui se trouvent dans cette famille-là. D'accord, Charlotte, un peu traîtreusement, pendant que tu nous livrais ça, je regardais ce qui se disait. Je vois qu'il y a 32 espèces de delphinidés, qu'ils sont apparus il y a 35 millions d'années, et les plus célèbres s'appelaient Kentriodon et Squalodon. Pour ce qui est de leur dimension, Charlotte, leur longueur varie de 1,3 mètres à plus de 9 mètres. On imagine que c'est pour l'orque, et leur poids varie de 50 kilos à 9 tonnes. Voilà pour cette famille. On y reviendra hein, sur les dauphins et les orques. On va en parler en long, en large dans de futurs épisodes. Là, je rappelle qu'on présente les principales familles, les généralités concernant tous ces cétacés. Voilà, en tout cas pour les delphinidés, alors, tout de suite envie d'attaquer, d'en dire plus sur les delphinidés, flippers, hein, Tursiops truncatus, le célèbre bottlenose, le grand dauphin, hein, tout simplement, je crois que ça s'appelle cette espèce. Le dauphin blanc et bleu, le dauphin commun, il y a beaucoup de dauphins en France, on le sait peu, d'où ce problème qui a été mis en lumière par Sea Shepherd. Il y en a beaucoup qui sont pris dans les filets, c'est comme ça aussi qu'on sait que, oui, il y a beaucoup de dauphins dans nos eaux, y compris métropolitaines françaises, hein, il n'y en a pas que chez toi. Il n'y en a pas que dans les tropiques. Voilà ce qu'on pouvait dire grosso modo sur les delphinidés. On va enchaîner sur une famille très étonnante. Charlotte, parle-nous des monodontidés. Qui sont-ils ? Alors les monodontidés, c'est la famille qui rassemble deux espèces, le beluga et le narval. Donc le beluga et le narval, pour les resituer, deux espèces d'eau froide. Le narval est très connu sous le nom de la licorne des mers parce qu'il a vraiment ce côté atypique d'avoir cette défense. Certains la présentent comme ça sur l'avant. Et le beluga, il est aussi assez connu, ce gros dauphin, j'ai envie de vous dire, tout grassouillé, tout blanc, avec une couche de graisse qui est des plus importantes chez les cétacés au vu de son habitat. Donc le beluga et le narval sont les représentants des monodontidés. Donc les monodontidés, comme le nom et l'étymologie l'indiquent, ce sont des odontocètes qui ont entre 0 à 2 dents, en fonction de qui on parle. D'accord Charlotte, alors un petit point étymologie, tu connais ma lubie. D'abord le nom scientifique du narval, Monodon monocéros. Oui. Il a un nom assez transparent, Monodon une seule dent, monocéros une seule corne. C'est drôle. Dans notre podcast Nomen consacré à l'étymologie des noms d'animaux, l'ami Pierre Avenas, que je salue, nous dirait que c'est un de ces noms d'animaux qui est redondant. C'est-à-dire que le nom scientifique de cet animal dit 2 fois la même chose. Oui. Une seule dent, une seule corne. Il se trouve que sa dent, c'est sa corne. C'est sa corne. Alors Charlotte, le nom du narval, maintenant le nom commun est intéressant, ça vient du vieux norrois et ça a à voir avec cadavre parce que la couleur grise du narval évoquait la couleur des marins noyés et étonnamment le narval tire son nom de cette couleur grise un peu cadavérique, il fallait quand même le dire. Et le beluga quant à lui, on le pressent, c'est un nom qui vient du russe et qui signifie blanchette, apparemment. C'est magnifique. Si j'ai bien lu, les petits d'une beluga s'appellent les bleuvets. Oui. Les veaux, on dit calf en anglais et peut-être en français aussi. Vous les appelez les veaux, les petits des baleines, vous aussi ?
Alors en français, non. Enfin, chez les baleines, c'est souvent plutôt les baleineaux. Et il y a que vraiment chez le beluga où tu retrouves cette notion de veau. Même en français, on parle d'un veau, ouais, un veau marin. Ouais, c'est intéressant. Le petit veau, le bleuvet, blanchette en russe. Tu voulais ajouter quelque chose d'intéressant sur le beluga et le narval Oui, qui concernait une absence. exactement. C'est une famille donc où les deux représentants, que ce soit autant le beluga que le narval, n'a pas de nageoire dorsale. Donc cette nageoire qui est portée sur le haut du dos habituellement hein, par un grand nombre de cétacés. Bien, ces deux animaux n'en ont pas. Et on pense ni plus ni moins que relié à leur habitat. Le fait qu'ils passent énormément de temps à nager sous la glace, eh bien c'est plutôt pratique. Oui, j'en ai parlé dans des épisodes de Petit Poisson deviendra podcast. Il est possible que le narval s'hybride avec le beluga. Ouais, L'animal qui résulte d'une telle hybridation s'appelle le narluga. le narlouga. J'invite les auditoristes à regarder à quoi ça ressemble. C'est arrivé à l'état sauvage. Hein. Ils vivent ensemble, ils vivent dans les mêmes régions, donc ce n'est pas forcément étonnant. Et voilà, dire aussi que le beluga est surnommé le canari des mers. Il a des chants qui sont extraordinairement complexes, qui sont très étudiés. Tu me le confirmes? Exactement, c'est un peu le grand bavard des océans. Quand ils se mettent tous à vocaliser en surface, enfin tu les entends vraiment et il y a une diversité de sons. C'est un langage qui est très très complexe, qui a donné naissance à beaucoup d'études scientifiques. Et tu vois, je vais réaliser la prouesse de faire de l'autopromo pour les trois podcasts, même pour les, bah oui, pour les trois petits frères de Baleine sous Gravillon dans le même épisode, mais je pense que ça a une vraie valeur puisque dans les épisodes qu'on avait fait dans Combat avec Christine Grandjean, que je salue aussi, de cétacés, le beluga a le triste privilège d'être le premier cétacé qui avait été retenu prisonnier dans un bac pour amuser les foules. Je crois que c'était aux États-Unis à l'époque. Et il me semble que c'est le premier cétacé prisonnier dans des parcs aquatiques. Je voulais le signaler au passage et saluer Christine. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur nos amis les narvals et les belugas? Eh bien non. On va pas faire de jaloux, on avait dit monodon monocéros, ça c'est le nom scientifique du narval. Celui du beluga, c'est Delphinapterus leucas, qui renvoie à cette idée de blanc. Hein. De Leucas, blanc, ouais. le site, le sisme, sous ces noms-là, renvoie à cette étonnante couleur ou absence de couleur du beluga qui est, comme chacun le sait, entièrement blanc. Charlotte, on va enchaîner sur la famille suivante, très connue aussi, les phocénidés. Oui. Alors ça s'écrit F-O-C-O-E dans l'eau, N-I-D-A-E. Et je te laisse nous dire qui sont les phocénidés. Alors les phocénidés, c'est la famille qui réunit les espèces de marsouins. Les marsouins, on a tendance à les mettre assez spontanément chez les dauphins, chez la famille des delphinidés, à les considérer comme des petits delphinidés, mais ils ont bel et bien leur famille à part entière. Je sais pas d'ailleurs, Marc, si tu sais ce qui les différencie, les marsouins, des dauphins, des delphinidés. Je sais pas si tu as la réponse, mais moi j'en vois une, c'est l'absence de rostre. Exactement. Donc ça, c'est la première chose. Voilà, c'est que les On l'avait pas préparé, hein. Ça paraît très téléphoné, mais on l'avait pas préparé. c'est que les delphinidés, ils ont vraiment ce rostre qui est très allongé, alors que chez les marsouins, on parle pas vraiment d'absence de rostre, mais plutôt d'un rostre arrondi, très 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 court. Il y a également la forme de leur nageoire dorsale qui n'a rien à voir. Tu as une dorsale beaucoup plus triangulaire chez le marsouin que chez le dauphin. Et leurs dents, des dents beaucoup plus pointues chez les delphinidés que chez les phocénidés. Les phocénidés, on a des dents beaucoup plus rondes, des dents qu'on dit spatulées. Ce que je voulais préciser également, c'était que les marsouins, on les assimile souvent, comme je te dis, à des petits dauphins, mais il y a des marsouins comme le marsouin de Dall, par exemple, qui est un cétacé de très grande taille, hein, pas du tout de ce qu'on aurait en tête. Le marsouin qu'on a souvent en tête, c'est le marsouin commun, mais le marsouin de Dall, donc le plus grand représentant de la famille, il peut avoisiner 2,50 m. Oh, c'est ça, ouais, il me semble les 2,50 m, un tout petit peu plus de 2,50 m. Donc on est quand même sur des animaux d'une belle taille. D'accord. Alors moi, je voudrais payer mon hommage à Pierre Avenas, avec qui j'anime l'émission Nomen, qui s'intéresse à l'origine des noms des animaux. Celui du marsouin est absolument savoureux. Il est génial. Marsouin vient de cochon de mer. C'est un mot qui viendrait du scandinave marsvin, ce qui veut dire mar, c'est la mer, svin, schwein, etc. Toutes ces racines signifient le cochon. Donc le marsouin est assimilé au cochon de mer. Et c'est drôle parce que son nom anglais jusqu'à aujourd'hui, que tu connais, porpoise, Exactement. vient du vieux français et même du latin porcopiscus, c'est-à-dire poisson-cochon, qui a donné pourpois et qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle les marsouins, en anglais, s'appellent les porpoise. Et c'est drôle parce que dans toutes les langues, c'est le cochon de mer. En allemand, le marsouin s'appelle le Schweinswal. En espagnol, c'est marsopas.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur les marsouins. On reviendra sur eux, hein. On a dit on présente juste les familles. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les marsouins? Moi, j'aimerais quand même que tu nous dises un mot sur l'espèce actuelle de cétacés, sans doute la plus menacée du monde. Alors, j'arrête pas de citer nos épisodes, mais on en a parlé avec Bill François dans Petit Poisson deviendra podcast. Bien sûr. C'est la fameuse vaquita. Exactement. Donc c'est une espèce de marsouin, hein. Actuellement, les derniers recensements recensent une dizaine d'individus. Le marsouin de Californie, ni plus ni moins le vaquita, qui est actuellement le plus menacé et dont on pense qu'il va être le prochain malheureusement à disparaître de nos océans. Il a été tout simplement très très impacté. On en a parlé dans nos épisodes précédents, un petit peu au travers d'un de nos projets, mais par ce risque d'empêtrement, le fait qu'il se retrouve piégé très régulièrement dans des filets sur une pêche en plus qui est absolument catastrophique aussi et dévastatrice pas que sur le vaquita, mais sur toute une biodiversité. Et donc en déployant ces filets-là, les vaquitas, de par leur toute petite taille, s'y retrouvent très 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 souvent empêtrés. Charlotte, cette espèce est emblématique et on a donné beaucoup de bonnes nouvelles avec toi, celle des baleines boréales, la baleine grise, dont les populations se remettent progressivement de tous ces siècles de pêche terrifiante. Mais là, pour le coup, on est obligé de dire que le cas du vaquita, qui est aussi étrangement surnommé le panda des mers, parce qu'il est noir et blanc, hein, Oui. tu vas nous le décrire un peu, peut-être nous apporter quelques informations supplémentaires sur les vaquitas. Donc les vaquitas, c'est une espèce de marsouin, le marsouin de Californie. C'est un tout petit cétacé qui est une espèce, on dit, endémique. C'est-à-dire que vraiment, vous ne la trouverez nulle part ailleurs sur Terre que dans le golfe de Californie, donc dans la mer de Cortez. Et c'est une espèce qui a drastiquement diminué et qui est très très en danger. Aujourd'hui, on estime que c'est la prochaine espèce de cétacé qui va disparaître de nos océans. Et elle a été notamment très très impactée par une pêche illégale, la pêche au totoaba, qui est donc une pêche illégale parce que c'est un poisson qui est hautement protégé et qui est un poisson très prisé notamment pour sa vessie natatoire et prisé par la Chine. Donc il y a toute cette pêche illégale qui s'est mise en place dans cette baie et qui déploie des filets énormes chaque jour, et ces filets-là prennent sur le passage les vaquitas, donc qui est une toute petite espèce de marsouin. Et qui en fait, le temps que les filets soient ni plus ni moins que remontés, va se noyer dans les filets. Donc aujourd'hui, on estime qu'on a un peu plus d'une dizaine de vaquitas. Donc en termes de conservation, il est très très compliqué d'envisager un futur pour cette espèce. Il y a eu beaucoup de tentatives autour du vaquita pour essayer notamment de le faire peut-être se reproduire davantage ou pour essayer de l'isoler dans cette baie, mais qui ont tout échoué. La vaquita, donc la petite vache de mer, hein, c'est ce que ça veut dire Oui. en espagnol, est surnommé le panda des mers parce qu'il a des yeux cerclés de noir, un peu comme le panda. Il y a un autre surnom, j'ose à peine le dire, un peu rigolo dans cette affaire très triste, c'est le totoaba qui est pêché, tu l'as laissé entendre, par des cartels, hein, c'est du trafic, c'est un des fonds de commerce des cartels mexicains, et ce poisson, le totoaba, est surnommé du coup la cocaïne de mer, pour dire à quel point il est aussi, lui, prisé, cotizado, comme on dit en espagnol. Bref, donc voilà, on reviendra sur ces histoires de vaquitas et de marsouins en général dans nos épisodes spécifiques. Je te propose qu'on enchaîne, si tu es d'accord. On va essayer de finir cet épisode sur les odontocètes. On a vu qu'il y a beaucoup plus de familles que chez les 4 familles de mysticètes. Et je te propose d'enchaîner sur les physétéridés. Et je dirais juste que physétère vient, c'est une drôle d'étymologie encore que je tenais à dire, signifie cornemuse ou tube. À qui appartient cette étymologie rigolote ? Donc les physétères, c'est la famille du coup du grand cachalot. Physétère macrocéphalus. Exactement. Et c'est du coup aussi cette famille qui fait un petit peu de débat quant à savoir si dedans on y met ou pas les gogidés, donc les petits cachalots nains et le cachalot pygmée. Je vais dire leur nom scientifique tant qu'on y est. Cogia simus et Cogia breviceps. Donc Oui. simus c'est le nain, breviceps c'est le pygmée. Pardonne-moi, je t'ai interrompu. Continue sur les cogidés. Donc tout simplement qu'à ce jour, ce sont 2 familles qu'on distingue, les physétéridés comme on disait, les cogidés, mais que c'est toujours source de débat à savoir si oui ou non on doit les mettre dans la même famille. Ce qui fait débat, c'est que tout simplement les gogidés, ces 2 petites espèces qu'on a citées, sont très peu connues. Donc ce qui nous donne encore moins de clés à savoir si génétiquement ou non elles se rapprochent du grand cachalot, qui est l'unique représentant de l'autre famille. En toute honnêteté, pour avoir eu le privilège d'observer des cachalots nains,
Il y a un facteur chance qui est complètement énorme dans l'observation de ces animaux parce qu'ils sont d'une discrétion absolue lorsqu'ils remontent. Le souffle, tu n'arrives pas à l'observer, la nageoire, elle sort à peine de l'eau. Ce ne sont pas des animaux qui ont des comportements actifs en surface. Vraiment, ils se laissent limite dériver un petit peu avant de replonger. Ils présentent pas de nageoire caudale quand ils plongent, on dirait, complètement à l'horizontale. C'est très déstabilisant et je pense que le fait de ne pas avoir beaucoup d'opportunités dans leur observation donne très peu d'opportunités dans leur étude. Et donc, pour le moment, le mystère est toujours là. C'est vraiment une forme très spéciale. C'est un des manques du podcast, c'est qu'on peut pas montrer d'image. J'invite tous ceux qui nous écoutent à regarder à quoi ressemblent les cogidés. On dirait un peu des marsouins. Ils ressemblent pas du tout à leurs parents, entre guillemets, le physéter macrocéphalus, le célèbre cachalot dont on a parlé avec François Sarano. Effectivement, c'est vraiment des animaux, merci de m'avoir appris tout ça. En plus d'être rares et difficilement observés et très peu étudiés, ils ont vraiment une physionomie très étrange pour les cétacés. J'invite tous ceux qui nous écoutent à vérifier ça. Si tu es d'accord, Charlotte, roulement de tambour. Alors, on a dit qu'il y avait 10 familles d'odontocètes. Je te propose qu'on aborde une autre famille, en l'occurrence celle des baleines à bec, qui s'appelle, c'est assez joli, les Ziphiidae. Ça s'écrit avec un Z, Z-I-P-H-2-I-D-A-E, les Ziphiidae, baleines à bec. Alors, on en a déjà un peu parlé, et c'est le moment pour toi de nous en dire plus sur ces espèces. Alors, les Ziphiidae, donc qui représentent les baleines à bec, c'est vrai que on n'est ni plus ni moins que sur un très gros dauphin. C'est des individus qui peuvent mesurer donc de 4 mètres pour les plus petites espèces jusqu'à un peu plus de 12 mètres. La baleine à bec la plus étudiée, la plus connue, c'est la baleine à bec de Cuvier, qui a notamment, on en parlait dans un de nos épisodes précédents, qui détient le record d'apnée. Une autre espèce de baleine à bec qui est assez bien connue, c'est le mésoplodon de Blainville. Ce sont des animaux qui possèdent un rostre assez long et donc, comme tu dis, certaines portent des dents, comme des dents qui sortent de part et d'autre. Donc, Elle me rappelle les sangliers un peu. Exactement, c'est ce que j'allais dire, ça rappelle aussi le sanglier et c'est vrai que c'est une famille qui est très très peu connue du grand public parce que idem, on a pu maintenant le fait d'en savoir un peu plus sur leur plongée, ça fait appuyer cela, mais c'est des espèces qui sont très peu observées, passent beaucoup de temps sous l'eau et quand elles remontent en surface, elles n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour récupérer de ces grandes plongées avant d'y repartir. Elles évoluent en petits groupes, les baleines à bec en règle générale, on a entre 3 à 5 individus par groupe, donc c'est pas quelque chose qui se détecte très très loin. Donc beaucoup d'inconnus encore autour de cette grande famille. Alors cette famille a un autre nom, dont l'étymologie est peut-être plus parlante, les hyperodontidés. Ouais. Et là on voit bien cette idée de très grandes dents, C'est hyperodontidés. Exactement. Voilà. Et il y a des jolis noms, je vois qu'il y a un Tasmacet de Shepherd, qui nous renvoie à Sea Shepherd un peu, le Tamacet de Shepherd, le Mésoplodon, tu l'as dit, Ziphius. Je ne sais pas d'où vient ce nom Ziphius, c'est un manque. Si ceux qui nous écoutent le savent, merci de nous le dire par message. Et je vois que la baleine à bec la plus grande, et tu l'as bien dit, ça ressemble vraiment à des dauphins, s'appelle la Bérardie de Baird. Ouais. B-A-I-R-D, 13 mètres pour 10 tonnes. C'est ça. Tu peux nous dire un mot sur la Bérardie? Il y en a chez toi, des Bérardies de Baird? Non, nous, en Polynésie française, les deux représentants de cette famille, c'est la baleine à bec de Cuvier et le Mésoplodon de Blainville. La Bérardie de Baird, c'est un spécimen qui a été observé pour la première fois, il me semble, en mer de Bering, et qui est donc pas du tout dans la région du monde dans laquelle je vis, qui vit dans l'océan Pacifique, mais nord, du côté de la mer du Japon, et dans le sud de la mer d'Okhotsk. d'Okhotsk. D'accord, Charlotte. Écoute, on a fini de parler des odontocètes qui vivent dans les océans, c'est-à-dire dans l'eau salée, et je te propose qu'on garde les espèces d'odontocètes d'eau douce pour un prochain épisode. Maruru, Charlotte, Nana. Maruru, Marc, Nana. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes
qui seront reversés au projet de votre choix, comme Baleine sous gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur Helloasso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.